Alors bonjour et bienvenue. On commence ce soir avec ce nouveau thème que j'ai à cœur de vous présenter ce soir, qui est un thème assez particulier. C'est un thème finalement relativement commun parce qu'on va parler du stress ce soir. Et le stress, c'est un sujet qui est très particulier parce qu'il nous impacte vraiment au quotidien. Et c'est aussi à la fois ce soir, ce qui va être un petit peu particulier pour moi, c'est que je vais évidemment, comme ça a été annoncé, vous présenter le stress un petit peu dans tous ses états. Et moi, j'aime beaucoup, ça fait partie de mon approche, revenir un petit peu à l'origine des concepts, savoir un petit peu pourquoi c'est là finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une utilité au stress qui est aujourd'hui décrit comme quelque chose d'assez néfaste et polluant et négatif dans nos vies. Pour autant, on va s'interroger sur cette, euh, cette vision qu'on peut avoir et en fait comprendre comment et pourquoi il existe. Donc moi, comme je suis mentor en neurosciences cognitives, je m'intéresse particulièrement à comment notre cerveau influence notre comportement et nos émotions au quotidien. En tant que parent, nous sommes constamment confrontés à des situations qui sollicitent notre énergie, notre patience, notre capacité d'adaptation. Alors que ce soit pour gérer les imprévus du quotidien, accompagner nos enfants dans leurs apprentissages, ou même concilier vie professionnelle, vie personnelle ou vie familiale, le stress est un compagnon fréquent au sein de nos vies, tout simplement. Alors, mais qu'est-ce que le stress exactement? Est-il uniquement néfaste ou peut-il aussi avoir des aspects positifs? Comment fonctionne-t-il dans notre organisme et surtout comment pourrons-nous le gérer pour améliorer notre bien-être et celui de notre famille? Donc, au cours de cette heure, peut-être un petit peu moins, mais peut-être qu'on prendra un temps d'échange après, je vous propose d'explorer en profondeur ces questions et nous allons découvrir les mécanismes du stress, son origine, son utilité, mais aussi ses impacts négatifs, bien sûr, parce qu'il faut aussi les considérer. Parce que lorsqu'il devient trop envahissant, effectivement, il a des effets négatifs. Alors, on va aborder ensemble des stratégies aussi concrètes pour mieux le gérer au quotidien. Et mon souhait, c'est que vous repartiez de cette conférence avec des connaissances utiles et des outils pratiques que vous pourrez appliquer dans votre vie de tous les jours. Alors, on avance sur la première étape qui est la définition. Donc, commençons par définir ce qu'est le stress. Le mot stress, il est omniprésent dans notre langage quotidien, mais il est souvent mal compris. Pour les uns, le stress, c'est une maladie des temps modernes. Alors que pour d'autres, les hommes préhistoriques ressentaient déjà les effets du stress lorsqu'ils chassaient le mammouth ou tout autre type d'animal. Le stress, en réalité, c'est une réaction naturelle de notre organisme face à une situation qui demande une adaptation, une réponse particulière. Donc c'est un mécanisme biologique qui nous prépare face à des défis ou à des menaces. Imaginons un instant que vous marchez tranquillement dans la forêt et que soudain, vous entendez un bruit suspect derrière vous. Alors, votre cœur commence à battre plus vite, à battre, pardon, euh, et vos muscles se tendent, votre respiration s'accélère. Et cette réaction instinctive, c'est le résultat de la réponse de combat ou fuite. C'est un processus physiologique qui prépare votre corps à affronter le danger ou à fuir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau active notre système nerveux autonome et ainsi il libère des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol. Et ces hormones augmentent la vigilance. Elles permettent une mobilisation intense de l'énergie, une augmentation de la force musculaire. Donc, il est essentiel de comprendre que le stress en lui-même n'est pas mauvais. C'est une réaction vitale qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce humaine depuis maintenant des millions d'années. Et cependant, il faut prendre en considération que la nature des facteurs de stress, elle, a évolué aujourd'hui,
par rapport à ce que c'était justement par rapport à ces hommes d'autrefois. De nos jours, nous ne sommes plus confrontés au même danger immédiat que nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, auxquels eux, ils étaient confrontés. Mais nos prédateurs modernes sont plutôt maintenant les délaissés au travail, les embouteillages pour aller au travail ou se rendre à la crèche, tous les trajets qu'on a à faire quotidiens, les difficultés financières aussi, ou encore même les tensions au sein de la famille. Alors, on repère deux types de stress. Ce sont les deux types principaux qui sont le stress aigu et le stress chronique. Et ça, c'est fondamental de bien faire la distinction entre les deux. Le stress aigu, c'est une réaction immédiate à une menace, on va dire, ou même un défi qui peut être perçu par nos sens. Par exemple, sentir une montée de stress avant de prendre la parole en public, c'est du stress aigu, ou réagir instinctivement pour éviter un accident de voiture. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui fait qu'on réagit. C'est un état de stress soudain qui va nous permettre de nous écarter. Ça, c'est un niveau de stress aigu également. Donc, ce type de stress, il est de courte durée et il disparaît une fois la situation résolue. Ça peut durer que quelques secondes. Il peut même être bénéfique car il nous aide à mobiliser nos ressources pour faire face à la situation. On reprend l'exemple de la soudain de l'accident quand on évite l'accident de voiture. Le stress chronique, lui, en revanche, c'est un stress qui persiste sur une longue période. Donc lui, il résulte de situations répétitives ou alors des situations prolongées et qui mettent une pression constante sur nous. Par exemple, vivre dans un environnement familial conflictuel ou même faire face à une charge de travail qui dure trop longtemps, qui serait excessive, sans répit, ou s'inquiéter constamment, par exemple, pour sa santé ou celle de ses proches. Et le stress chronique, il est particulièrement néfaste car il épuise nos ressources physiques et mentales. Alors nous, parents, on est souvent exposés à ces deux types de stress. On peut penser au matin pressé où tout semble se bousculer, où on est un petit peu borderline sur l'horaire. Les soirées aussi, où les devoirs, les bains pour les plus jeunes, les repas s'enchaînent après des journées de travail assez chargées. Peut-être que ça vous résonne en vous. Les inquiétudes aussi concernant l'éducation de ces enfants ou même leur santé. Tout ça peut contribuer à augmenter notre niveau de stress. Alors, il est important de reconnaître les sources de stress dans notre vie. Prenons quelques instants pour y réfléchir. Quelles sont les situations qui vous stressent le plus en tant que parent? Est-ce le manque de temps, les conflits avec les enfants ou les conflits avec le ou la partenaire, les préoccupations financières peut-être? Identifier ces facteurs, c'est la première étape pour mieux les gérer. Alors, comprendre comment réagit notre corps au stress, ça nous permet de prendre conscience de nos propres signaux d'alerte. Peut-être que vous avez remarqué que vous êtes plus irritable que d'habitude, que vous dormez moins bien ou que vous ressentez des tensions musculaires. Ce sont autant de signes que votre organisme vous envoie pour vous signaler que le stress est présent. Alors, il est également intéressant de noter que chaque personne réagit différemment au stress. Ce qui est stressant pour l'un ne peut ne pas l'être pour l'autre. Ça dépend de notre personnalité, de notre histoire, mais aussi de nos ressources personnelles, de notre environnement. On ne réagira pas comme son voisin, comme son proche. En résumé, le stress, c'est une réponse naturelle et essentielle de notre organisme. Donc, il devient problématique lorsqu'il est trop intense ou prolongé. En comprenant mieux ce mécanisme, nous pouvons apprendre à reconnaître nos propres réactions et à mettre en place des stratégies pour mieux les gérer. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce qu'est le stress,
Explorons son origine et son utilité. Pourquoi cette réaction existe-t-elle? Comment peut-elle nous être bénéfique? D'un point de vue évolutif, le stress est un mécanisme de survie. Nos ancêtres vivaient dans un environnement plein de dangers immédiats, les prédateurs, les conditions climatiques plutôt extrêmes, les rivalités tribales aussi. Le danger était partout. Donc la capacité à réagir rapidement face à une menace, elle était déterminante pour la survie. La réponse de combat ou fuite qu'on a évoquée tout à l'heure, elle permettait de mobiliser instantanément l'énergie nécessaire pour échapper à un danger ou le combattre. Cette réaction, elle est profondément ancrée dans notre cerveau, notamment dans l'amygdale. C'est une petite partie qui est au cœur du cerveau. C'est une petite structure qui joue un rôle clé dans la gestion des émotions et des réactions de peur. Ça, c'est l'amygdale. Lorsque l'amygdale, elle perçoit un danger, elle déclenche une cascade de réactions hormonales qui préparent le corps à l'action, notamment l'adrénaline. Mais le stress ne sert pas uniquement à réagir face à des menaces physiques. Il joue également un rôle important dans notre motivation et notre performance. C'est ce qu'on appelle le stress positif. Et ce stress, ou ce type de stress, nous stimule, il nous pousse à nous dépasser et à atteindre nos objectifs. Donc, par exemple, ressentir un certain niveau de stress avant un examen ou une compétition sportive peut nous aider à nous concentrer davantage, à mobiliser nos compétences et à améliorer notre performance. Et le stress positif, il agit comme un moteur. Ce moteur, il nous incite à sortir de notre zone de confort et à relever des défis. Plus le stress, enfin, en fait, le stress, c'est un facteur d'adaptation. Ça, c'est important à intégrer dans dans le principe d'évolution et de notre survie, et l'évolution de l'enfant à l'adulte de notre vie, et pas de l'évolution de l'humanité. Le stress, c'est un facteur d'adaptation. Face à une nouvelle situation, il nous incite à apprendre, à développer de nouvelles stratégies, à nous ajuster à des environnements changeants. Et cette capacité d'adaptation, elle est essentielle dans un monde en constante évolution. On comprend facilement que la capacité ou le besoin d'adaptation aujourd'hui, il est largement différent de celui qui était prévu au départ dans notre nature humaine, dans notre constitution, puisqu'on revient à l'époque des premiers hommes chasseurs-cueilleurs. Ils avaient des grands besoins de réaction pour se protéger, mais l'adaptation, elle était beaucoup moins importante dans leur environnement. En tout cas, elle était très différente. Nous, on est dans un monde complètement fou aujourd'hui. Et donc, forcément, notre stress est largement mis à l'épreuve. Si on prend un exemple, on peut prendre l'exemple de l'apprentissage de la parentalité. À l'arrivée d'un enfant, on est confronté à de nombreux défis qui sont pour nous inconnus. Premier enfant, le stress qu'on ressent nous pousse à chercher des informations, à demander de l'aide. Il nous pousse à développer de nouvelles compétences pour répondre aux besoins de notre enfant. Ce besoin d'aller vers, ce besoin d'apprendre et de développer ses compétences, il se fait naturellement. C'est ce niveau de stress qu'on ne perçoit pas forcément, mais qui nous amène à le faire. C'est un stress positif. Il est donc important de reconnaître que le stress a une utilité et qu'il fait partie intégrante de notre expérience humaine. L'objectif n'est pas de le supprimer entièrement, mais de trouver un équilibre qui nous permette de bénéficier de ses aspects positifs tout en évitant ses effets néfastes. En comprenant l'origine et l'utilité du stress, on peut changer notre perception de celui-ci. Au lieu de le voir uniquement comme un ennemi, on peut l'envisager comme un signal, un indicateur qui nous invite à agir, à nous adapter et aussi à grandir. Si le stress peut être utile, il peut également avoir des conséquences négatives, comme j'ai dit en introduction, lorsqu'il est excessif ou mal géré. Donc il est essentiel de prendre conscience de ces impacts pour pouvoir y remédier. Sur le plan physique, le stress chronique peut entraîner une multitude de problèmes de santé. Fatigue persistante,
Le corps constamment en alerte, il épuise ses réserves d'énergie, ça conduit à une sensation de fatigue permanente. Les troubles du sommeil, avec des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes, un sommeil non réparateur. Le stress peut perturber le cycle naturel de sommeil, ce qui amplifie la fatigue encore et l'irritabilité. Alors encore des nouveaux signes hein, de repères pour savoir quand est-ce que le stress agit négativement sur nous. Ça peut être des douleurs musculaires et des tensions. Le stress, il provoque une contraction musculaire involontaire, notamment au niveau du cou, des épaules et du dos, ce qui peut engendrer des douleurs chroniques. Encore là, des nouveaux signes de stress négatifs. Des problèmes cardiovasculaires également, l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle qui est liée au stress, et ça peut à long terme accroître le risque de maladie cardiaque. Affaiblissement du système immunitaire, le stress prolongé peut réduire la capacité de l'organisme à combattre les infections en rendant les personnes plus vulnérables aux maladies. Il faut savoir que le cortisol qui est dégagé dans des besoins de stress, enfin par le corps en réaction, penser positivement, hein, c'est un réflexe donc archaïque. Ce réflexe de produire du cortisol, lorsqu'il s'est fait de manière prolongée pour des situations anormalement exposantes au stress, eh ben, ça nous expose à un taux anormal de, j'ai un petit accès à faire, anormal de stress et de cortisol. Et donc, ben, il faut savoir que le cortisol a un effet inflammatoire. Donc, ce cortisol, qui est une hormone qui circule dans notre corps de manière prolongée, du fait qu'il est inflammatoire, va provoquer des incidences sur notre santé. Alors, il y a également le plan mental et émotionnel. Le stress peut conduire à de l'anxiété. C'est une inquiétude constante, des pensées envahissantes, une anticipation négative des événements. Ça, c'est de l'anxiété. Mais un peu plus grave, à la dépression, une baisse de morale persistante, une perte d'intérêt pour les activités habituelles, un sentiment d'impuissance aussi, ou même de désespoir. Également de l'irritabilité et de l'impatience, une moindre tolérance aux frustrations, des réactions excessives face à des petites contrariétés. Aussi des difficultés de concentration. Le stress peut affecter les fonctions cognitives pendant la prise, enfin, pendant, non, excusez-moi, va affecter les fonctions cognitives et ça va rendre la prise de décision et la résolution de problèmes plus difficiles. Et j'y reviendrai certainement sur un prochain live qui concernera un petit peu plus l'apprentissage de nos enfants. Savoir que le stress, mais ça concerne aussi l'adulte qui est en formation, par exemple, tout type d'apprentissage. Le stress est un vrai frein à l'apprentissage. Je ne vais pas le développer ici, mais juste faire une toute petite parenthèse. Il est vain d'attendre ou d'espérer des améliorations sur des conditions d'apprentissage difficiles ou des résultats insatisfaisants chez un jeune si une situation de stress ou des facteurs de stress qui l'exposent ne sont pas gérés. Un état de stress impacte directement les capacités cognitives puisqu'il va y avoir un effet sur les connexions au niveau des synapses. Donc, c'est les connexions neuronales. En fait, ces connexions vont être peu ou pas productives. Du coup, ben, les apprentissages nouveaux seront freinés. Donc, le stress est vraiment à prendre en considération chez le jeune. J'y reviendrai un tout petit peu après. Au sein de la famille aussi, il existe du stress, le stress des parents, hein, et ça a des répercussions significatives puisque il est question aussi de transmission du stress aux enfants, justement. Je parlais de facteurs qui exposent les jeunes, enfants ou adolescents, à du stress. Nous-mêmes, parents, on peut être un vecteur de ça. Et les enfants sont très sensibles aux émotions de leurs parents. Euh, c'est de manière automatique et inconsciente, mais l'enfant, alors il y a des stades différents, d'ailleurs je l'ai évoqué au dernier live sur l'estime de soi, mais l'enfant prend de manière tout à fait naturelle son ou ses parents comme modèle, donc il est très sensible aux émotions de leurs parents. Un parent stressé donc peut, sans le vouloir, transmettre son anxiété à ses enfants, ce qui peut affecter son bien-être émotionnel, donc aussi son apprentissage et d'une manière plus générale ses comportements.
Il y a une qualité des interactions qui est en jeu. Le stress peut rendre les parents moins disponibles émotionnellement, moins patients, voire plus agressifs aussi. Donc ça peut engendrer des conflits, des incompréhensions et détériorer la relation parent-enfant ou parent-ado. Donc c'est très important de prendre en considération ce stress parce que trop souvent, il est des fois même conscient, mais il n'est pas géré. Et il s'installe, on prend des habitudes mauvaises et le stress a des vrais effets néfastes, notamment sur les enfants. Évidemment sur l'adulte aussi, on l'a vu, comme on l'a exposé juste avant. Donc, un modèle de gestion du stress, les enfants apprennent en observant. Si un parent gère mal son stress, l'enfant peut adopter ces mêmes comportements inadaptés, ce qui peut affecter sa propre capacité à gérer le stress à l'avenir. Donc, accueillir le stress et faire état devant ses enfants, de dire voilà ce qui arrive et voilà comment je gère le stress, il faut partager ses émotions, partager ses expliquer ou donner du sens à des techniques qu'on pourrait mettre en place, des stratégies de gestion du stress qu'on verra un petit peu après. Donc, ne pas hésiter surtout à communiquer le sens, les bienfaits, voire à encourager à l'expérimenter pour justement qu'ils aient cette compétence et cette autonomie après à gérer leur propre stress. Donc, il est très important de reconnaître ces signaux d'alerte. On a vu qu'ils sont assez nombreux. Il y a différents domaines, différents niveaux aussi d'importance, voire de gravité. Moi, je vous invite à prendre un moment pour vous auto-évaluer. Ressentez-vous de la fatigue, souvent, de l'irritabilité, des tensions musculaires? Avez-vous des difficultés à vous détendre, même lorsque vous en avez l'occasion? Ces signes peuvent indiquer que le stress prend trop de place dans votre vie. Il est également important de comprendre que le stress, quand il est non géré, peut créer un cercle vicieux. Il engendre des réactions négatives qui, elles-mêmes, augmentent le stress. Par exemple, un parent stressé peut avoir une réaction excessive face à un comportement anodin de son enfant, ce qui génère du conflit et augmente encore le stress de tous les membres de la famille et du parent en question, ou des parents. Donc, en prenant conscience de ces impacts réels, profonds, nous pouvons nous motiver à agir pour préserver notre santé et celle de nos proches. Là, on va évoquer quelques techniques, sans aller dans des démonstrations, mais balayer un petit peu la gestion. Après, on va aborder une question différente et elle sera aussi liée à l'apprentissage. On va aussi évoquer le cas des enfants. Mais en termes de technique, une fois qu'on a exploré les aspects négatifs du stress, on peut se tourner vers ces solutions parce que c'est essentiel d'avoir une solution, d'avoir une façon, d'aborder une stratégie. Ne pas rester dans l'immobilisme face à un stress constaté. Alors, comment pouvons-nous, en tant que parents, gérer efficacement notre stress et créer un environnement familial plus serein? Alors, je vais vous présenter plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui ou reconnaître peut-être des pratiques que vous faites déjà. Euh, Vous pouvez pratiquer des techniques de relaxation et je ferai un vrai tips là-dessus à la fin parce que j'ai une vision enfin, voilà, une vision personnelle mais très pragmatique que j'aime transmettre et je vous en ferai part à la fin. Je reviendrai sur une ou deux techniques. Donc, on va déjà les balayer. Donc, les techniques de relaxation, elles sont des outils puissants pour apaiser le corps et l'esprit. L'une des plus accessibles, c'est la respiration profonde. Il y a d'autres techniques comme la méditation de pleine conscience, le yoga, la relaxation musculaire progressive, qui peuvent également être très bénéfiques. Il existe donc de nombreuses applications pour ça, des ressources en ligne. Vous pouvez consulter ça assez facilement. Si vous recherchez une technique pour en découvrir une ou une nouvelle si vous pratiquez déjà, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce que vous avez découvert, n'hésitez pas à explorer. Chaque méthode apporte ses bénéfices. Elles peuvent être cumulées, mais déjà en pratiquer une, c'est bien. On peut maintenir aussi une activité physique régulière. L'exercice physique, c'est l'un des meilleurs antidotes au stress. Pourquoi? Parce que le cerveau libère des endorphines à l'exercice
les hormones du bien-être et aide à réduire les niveaux de cortisol. J'en parlais tout à l'heure des effets néfastes du cortisol lorsque il est trop présent de manière continue ou trop souvent. Donc, choisissez une activité qui vous plaît. Marche, course, natation, danse, vélo. L'important, c'est de bouger régulièrement. Intégrer une activité physique dans votre routine familiale. Par exemple, faites une promenade en famille. Après le dîner, organisez des sorties à vélo le week-end, dansez ensemble sur vos musiques préférées. Tout est bon du moment que le corps bouge. Gérer son temps aussi et établir des priorités aide à améliorer son niveau de stress ou à le maîtriser, le gérer complètement. Le sentiment de manquer de temps, c'est une source majeure de stress. Alors pour y remédier, vous pouvez établir une liste de tâches quotidiennes en classant les priorités. Quelles sont les tâches indispensables? Quelles sont celles qui peuvent être reportées ou déléguées? Apprenez à dire non aux engagements qui ne sont pas essentiels et qui pourraient vous surcharger. Prévoyez des plages horaires aussi pour vous-même, même courtes. C'est des choses que j'entends très régulièrement au sein des parents, souvent, que j'accompagne, euh, avec des agendas un peu de fou. Et c'est un peu plus souvent les mamans, encore aujourd'hui, hein, c'est un vrai constat, une étude encore qui le démontre, c'est encore les mamans qui sont encore plus impactées toujours avec le manque de temps. Et ce que j'aime à dire souvent par rapport à ça, c'est que de toute façon, on pourrait doubler votre journée, vous la rempliriez quand même. Donc, c'est important de prendre du recul par rapport à ça, c'est que quand on veut cultiver du temps pour soi, il faut le planifier. Et le reste se fera autour, mais il faut en faire une priorité parce que c'est un besoin essentiel que d'avoir du temps pour soi. Même si ces plages sont courtes, du moins qu'elles sont répétées et régulières, elles sont bénéfiques. Il faut absolument les défendre. Vous pouvez pratiquer l'auto-soin. Prendre soin de soi est fondamental pour pouvoir prendre soin des autres. C'est une règle même. Euh, Imaginez, c'est souvent pris pour exemple, si vous êtes dans un avion et qu'il y a un problème et qu'on vous donne les solutions de secours dans l'avion, il va d'abord falloir prendre soin de vous avant d'aller s'occuper de votre enfant parce que c'est dans une règle classique et logique d'être en bonne condition pour mieux s'occuper des autres. Alors, prendre soin de soi, c'est s'accorder du temps pour se ressourcer. C'est un peu dans l'enchaînement de ce que j'ai dit juste avant, mais c'est des choses très basiques, mais positives comme prendre un bain relaxant avec des huiles essentielles qui vont vous permettre de vous relaxer, vous détendre et avoir un vrai bénéfice profond. Lisez un livre même qui vous inspire ou qui vous détend. Écoutez de la musique apaisante. Le style de musique va avoir une importance. Pratiquez un hobby qui vous passionne ou qui vous fait vraiment ressentir un plaisir réel. Ce temps, il doit être vraiment considéré comme quelque chose de précieux, de peut-être de plus précieux de ce que vous allez faire dans la semaine, parmi les choses les plus précieuses. Rappelez-vous que vous avez le droit de vous accorder du temps et que ça bénéficie à toute la famille de toute façon. Ce bénéfice-là, c'est pas perdu, c'est pas égoïste, c'est vraiment investir et impacter sa famille, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, d'une manière vraiment positive. Ne me croyez pas, faites-le et vous verrez et vous me direz. Je suis même preneur de vos retours. C'est aussi important d'entretenir une communication ouverte. Exprimer ses émotions, ses préoccupations, ça peut alléger le poids du stress. Parlez-en à votre partenaire, à un ami proche, même à un membre de la famille en qui vous avez confiance. Partager vos sentiments, ça peut aider à prendre du recul et à trouver des solutions. Euh, Favoriser une communication ouverte aussi au sein de la famille, ça peut renforcer les liens et réduire les tensions. Parce que lorsqu'une parole est libérée, ça montre aussi un état de confiance. Et ça encourage aussi, n'oubliez jamais, dans tous les conseils que vous pourrez avoir, dans tout ce que vous pourrez mettre en place avec vous dans vos familles, auprès de vos enfants, que vos enfants vous prennent pour modèle. Donc, encouragez les membres de votre famille à s'exprimer, à exprimer leurs émotions et écoutez-les avec empathie. Apprendre à déléguer aussi et à demander de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Impliquer les membres de la famille dans des tâches quotidiennes. Les enfants peuvent participer aux tâches ménagères adaptées à leur âge. C'est même important
parce qu'il faut les responsabiliser, pardon, et ça va vous soulager, mais eux, ça leur apprend aussi à prendre des responsabilités progressives et ça les fait cheminer vers une des missions, si ce n'est la mission majeure dans l'éducation par les parents, c'est de rendre nos enfants autonomes. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Peut-être un ami ou membre de la famille peut garder les enfants pendant quelques heures pour vous permettre d'avoir un sas de repos ou de loisirs aussi. Modélisez une gestion saine du stress aussi pour vos enfants. Vos enfants, ils apprennent en vous observant, je l'ai dit, en gérant votre stress de manière positive, vous leur montrez comment faire face aux défis de la vie. Partagez avec eux vos stratégies de gestion du stress. Par exemple, dites-leur, je me sens un peu stressé en ce moment, je vais faire une promenade pour me détendre. Pas juste, je vais me promener, je vais faire ça. Ou je vais méditer parce que j'ai besoin de me ressourcer, de me reconnecter à mon corps, etc. Donc, même s'ils ne sont pas forcément, ils ne formulent pas une envie de vous imiter, ils vont de toute façon, à force de répétition, voir peut-être les effets positifs. Vous pouvez aussi partager les effets. Donc, encouragez-les à s'exprimer et à eux-mêmes à pratiquer, à trouver une stratégie pour eux pour arriver à avoir ces bénéfices. Adopter une attitude bienveillante envers soi-même, c'est un point très important. Il faut être indulgent. Donc, soyez indulgent avec vous-même. Personne n'est parfait et il est normal de rencontrer des difficultés. Reconnaissez vos efforts, reconnaissez vos réussites, même les plus petites. Pratiquez l'autocompassion en vous traitant avec la même gentillesse que vous le feriez avec un ami. On a souvent tendance à être un petit peu trop dur avec soi. Là encore, on nourrit le stress. Cherchez un professionnel si nécessaire pour vous accompagner. Si vous sentez que le stress vous submerge malgré vos efforts, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé mentale. Un psychologue, un conseiller, un coach peut vous aider à comprendre les causes profondes de votre stress et à élaborer des stratégies personnalisées si vous en sortez pas tout seul. En mettant en œuvre donc ces stratégies, vous pouvez progressivement réduire votre niveau de stress et améliorer votre qualité de vie. Donc, il est important de rappeler que la gestion du stress est un processus continu. Il peut y avoir des hauts et des bas, et ça, c'est normal. Donc, moi, je vous invite à choisir une ou deux de ces stratégies pour commencer, celles qui vous semblent les plus accessibles ou les plus pertinentes pour vous. Intégrez progressivement dans votre quotidien et observez les changements que ça apporte. En prenant soin de vous, vous offrez également donc le meilleur à vos enfants et à votre famille. Petit tour sur les performances, la performance, parce que, alors, il est question, moi, c'est quelque chose que j'aborde énormément, et notamment parce que j'ai une spécialisation en neurosciences, et pour moi, la découverte des neurosciences, ça a été une connexion avec le potentiel. Et cette notion de potentiel a bouleversé ma vision et de petit à petit ma vie même. Les neurosciences m'ont permis de traduire à quel point nous avions un potentiel et ce potentiel, il est physiologique au départ. Nous avons un cerveau qui est une machine de guerre et ce cerveau permet de faire des choses absolument extraordinaires. De l'évolution de l'enfant bébé jusqu'à la vie d'adulte, déjà l'évolution en elle-même est extraordinaire, mais on a des capacités qu'on n'exploite pas. Par contre, l'environnement autour de nous, nos pratiques, notre éducation, ce qui nous entoure, hein, les relations, les influences, etc., impactent ces performances. Et le stress lui-même fait partie de ce qui va impacter positivement potentiellement, mais aussi négativement notre performance, notre capacité à performer, notre potentiel. Et le stress, c'est une réponse naturelle de l'organisme donc, face à des situations perçues comme exigeantes ou menaçantes. S'il peut, à un certain niveau, stimuler la performance, donc un stress excessif ou prolongé peut avoir des effets néfastes, en particulier sur l'apprentissage chez les jeunes. C'est l'exemple que j'ai voulu prendre ce soir. Comprendre cet impact, c'est essentiel pour aider les enfants et les adolescents à réaliser leur plein potentiel académique et personnel.
D'abord, il y a les effets cognitifs. La mémoire est en jeu et la rétention d'informations. Le stress, il affecte l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire au sein de notre cerveau. C'est une région vraiment essentielle pour la formation de nouvelles mémoires. Un stress élevé, il peut entraver la consolidation des informations. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est même complètement ce que je vous disais. Ça rend l'apprentissage moins efficace. L'attention aussi et la concentration sont impactées. Le stress, il peut entraîner des difficultés à se concentrer sur des tâches scolaires. Les pensées anxieuses peuvent distraire l'élève, diminuant sa capacité à absorber et à traiter l'information. Les fonctions cognitives aussi sont atteintes, hein. Ces fonctions cognitives, ça inclut la planification, l'organisation, la prise de décision. Donc, ces fonctions sont altérées par le stress. Elles affectent la capacité de l'élève à gérer ses devoirs et ses projets. Donc, une fois dit ça déjà, comme je le disais tout à l'heure, imaginez votre enfant, votre ado dans un état de stress important et prolongé, donc un stress excessif. Il ne sera pas en capacité pleine, voire même très réduite, considérablement réduite suivant le niveau de stress et suivant sa propre capacité à le gérer et à l'encaisser. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc, il se peut qu'il soit largement affecté sur ses capacités d'apprentissage. Et que donc, gérer ce stress deviendra une priorité avant même de l'aider à travailler mieux, à s'organiser. Moi, il m'arrive d'accompagner les jeunes sur des questions purement académiques, de potentiel, donc de méthode de travail. À ces jeunes, si je détecte du stress, c'est obligatoire d'aller traiter ce stress, de comprendre son origine pour aller l'aider à apaiser le stress et pour pouvoir être, et déjà, ça va améliorer ses capacités de manière naturelle et après, de la stratégie, des meilleures méthodes, il va vraiment décoller et retrouver un niveau tout à fait excellent. Donc le deuxième effet, ce sont les effets émotionnels, l'anxiété et peur de l'échec. Le stress peut augmenter les sentiments d'anxiété qui conduisent à une peur de l'échec. Et cette peur de l'échec peut paralyser un jeune, un élève, et l'empêcher de prendre des risques nécessaires à l'apprentissage. Une attitude trop prudente implique moins d'impact sur le résultat. Euh, la motivation aussi est atteinte. Un stress excessif peut réduire la motivation intrinsèque qui rend l'apprentissage moins agréable et plus contraignant. Là encore, des effets, si on cumule avec les effets de tout que je viens de d'énoncer juste avant, ça commence à faire un lourd bagage au niveau de l'apprentissage. Il y a des effets sur les comportements, l'évitement et la procrastination. Les élèves stressés peuvent éviter les tâches difficiles ou les repousser, et ce qui peut entraîner un retard accumulé et davantage de stress. Ça provoque aussi de l'absentéisme. Le stress peut conduire à des maux physiques, maux de tête, maux d'estomac, incitant l'élève à manquer l'école parce que ce matin, désolé, il a mal au ventre, encore. Voilà, ce sont des mots qui sont largement cités et relayés au sein des écoles et qui sont une source importante d'absentéisme. Il y a d'autres effets, comme l'altération du développement neuronal. Là, je l'évoquais tout à l'heure, hein, je le redis, c'est le cortisol qui est l'hormone du stress. Quand elle est en excès, elle peut endommager les neurones et entraver la formation de nouvelles connexions synaptiques qui permettent justement de créer des nouvelles mémoires et une capacité à avoir des nouvelles informations. Donc, j'ai voulu prendre ce soir l'exemple de l'apprentissage parce que ça me semble être à la fois important pour nos enfants, hein, qui font partie de nos préoccupations principales, et puis que c'est quelque chose qui est demandé assez largement en termes d'accompagnement. Pour autant, ça nous concerne aussi adultes. Si vous devez vous retrouver aussi dans cette notion de potentiel, parce que ça peut être porté au travail. Si vous avez les mêmes douleurs, ben, ça peut provoquer de l'absentéisme au travail. Ça peut vous freiner aussi dans la motivation à mettre vie et forme à vos projets, comme ça serait pour l'apprentissage, et etc. dans tous les domaines. Et puis même si vous êtes en formation, en cycle d'évolution, en reconversion, pourquoi pas à un moment donné dans votre vie, le stress va vous empêcher, va vous freiner dans votre évolution.
Donc ça, je voulais l'évoquer ce soir, ça m'est semblé fondamental. Ok, 21h16, j'en arrive moi à la conclusion de ce que je voulais partager avec vous ce soir. On a parcouru ensemble un large éventail d'informations sur le stress. J'ai essayé de vous faire un parcours à la fois un petit peu dense, mais pas trop, pour que ce soit à la fois digeste et qu'il y ait un impact dans la durée, surtout, et dans une profonde compréhension. L'objectif, c'était d'aborder donc la définition, l'origine, son utilité, ses impacts négatifs et les moyens de le gérer en tant que parent et aussi de transmettre à vos enfants. J'ai vraiment à cœur à ce qu'il y ait un impact de nécessité à le prendre en considération et à agir. C'est-à-dire que le stress doit faire partie de votre préoccupation comme quelque chose qui doit être détecté pour vous, mais aussi pour votre entourage. Parce qu'on peut aussi le repérer chez les autres, l'irritabilité du partenaire, l'irritabilité de ses enfants, ou autour de soi aussi, ça peut être au travail, bien sûr, hein. Et ça peut être un bon conseil que de dire à quelqu'un que voilà, peut-être que le stress est en train de prendre trop de place et qu'il y ait un besoin à le gérer. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un tips spécial, et c'est ça que je voulais partager aussi avec vous. C'est une notion qui est très importante, et je reviens sur la notion de méditation, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est largement relayé, parce que c'est très efficace, évidemment. Et c'est pas pour rien, lorsqu'on veut gérer le stress, je prends l'exemple de la méditation de pleine conscience. Pourquoi? Et pourquoi surtout elle fonctionne en fait, la méditation? Eh ben, en fait, c'est une raison qui est assez simple et ça, c'est une vision que j'adore partager parce que elle permet souvent, et notamment quand c'est des jeunes, à intégrer peut-être un peu plus la nécessité de rentrer dans une pratique lorsque ce n'est pas le cas et on a détecté malgré tout un effet de stress qui mériterait d'appliquer une stratégie. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le stress, lorsqu'il nous préoccupe, lorsqu'il est là, et lorsqu'il nous habite, et donc on est concerné, je vais essayer de vous prendre un exemple comme, euh, imaginons que vous ayez une journée un petit peu difficile et que vous n'ayez pas atteint au travail le niveau qui était attendu, ce que vous vouliez absolument atteindre, et que vous pensez que ça va avoir des effets probablement négatifs. Donc vous rentrez à la maison frustré et ça vous préoccupe. Et vous êtes chez vous et vous n'êtes pas complètement à la tâche. Vous n'êtes pas complètement en réponse aux besoins, à l'écoute de vos enfants ou de votre conjoint. Dans un autre cas, à peu près similaire, vous êtes préoccupé par rapport à ce qui vous attend demain ou après-demain, peut-être même dans une semaine. Quelque chose de significatif qui vous préoccupe. Peut-être allez vous faire arracher une dent chez le dentiste. Peut-être encore au travail, vous allez attendre une restitution de quelqu'un qui va vous faire savoir que ça n'allait pas, ce que vous avez fait la veille, et que vous redoutez ce moment-là. Peut-être un entretien compliqué aussi. Enfin, quelque chose qui vous préoccupe. Dans le futur, et quelque chose qui vous préoccupe du passé, ce que vous n'avez pas suggéré juste avant. Dans les deux cas, vous êtes le soir chez vous, dans votre famille, préoccupé par le passé ou préoccupé par l'avenir. En fait, voilà ce que je voudrais vous partager, c'est que dans les deux cas, le stress qui vous habite, les conditions qui vous font générer du stress, qui vous empêcheront probablement de bien dormir, qui vous empêchent déjà d'être connecté à l'écoute de votre famille. En fait, ce stress, il n'a pas lieu d'être ici et maintenant. Ce stress, il concerne une situation soit passée de la journée, ou alors il concerne une condition future, comme j'exposais, peut-être un examen, une pratique médicale, chirurgicale, ou quelque chose que vous redoutez, qui est dans l'avenir. Dans les deux cas, le stress est présent, ici et maintenant. Pour autant, les deux situations qui génèrent ce stress sont soit dans le passé, soit dans le futur. En fait, le stress est rarement présent au moment où nous le ressentons. Le facteur de stress est rarement là. Euh, il est là lorsque ben, vous devez éviter une situation dangereuse. L'exemple de la voiture. Il y a quelque chose de soudain. En général, c'est très court quand c'est à l'instant présent. Ça ne dure pas. Quand ça dure, c'est lié au passé ou c'est lié à l'avenir. C'est là que rentre en jeu la nécessité de, par exemple, méditer en pleine conscience, puisque lorsque je vais méditer, je vais me connecter à l'instant présent et je vais, par la pratique, informer mon corps que, ici et maintenant, je ne risque rien. Il n'y a pas de danger. C'est ce que le corps va détecter, parce que l'état
de pensée du futur ou du passé, pour notre cerveau, il ne sait pas distinguer ce qui est présent, futur ou passé. Il n'a pas cette notion de temps dans la perception. Tout ce qu'il ressent est ici et maintenant. Donc se connecter en méditation, se connecter à soi, à son corps, quelle que soit la pratique, ça peut être du yoga et toute autre stratégie que j'ai pu évoquer, qui est évidemment une liste non exhaustive. Pratiquer va permettre de se connecter à l'instant présent, informer son corps que ici maintenant il ne se passe rien. Et donc le corps va même le détecter par la pratique de manière tout à fait autonome, mais ça peut même être une projection mentale que ici et maintenant tout va bien. Et ça va permettre au stress d'être apaisé, donc avoir une inversion par rapport à ce qui était chimique dans notre sang au niveau des hormones notamment. Les muscles vont se relâcher, etc. Qui va permettre d'avoir une meilleure disposition. On ressort de cet exercice beaucoup plus ouvert, beaucoup plus léger. On a été en capacité de développer certainement une capacité à dire que ce qui était derrière reste derrière, ce que je projette devant n'est pas encore là et ce n'est pas le moment de s'en préoccuper. Alors, il va y avoir des effets très positifs immédiatement et c'est à ça et c'est pour ça que pour gérer le stress, il n'y a pas de meilleure façon que de faire une pratique, quelle qu'elle soit, qui nous permet de se recentrer sur le moment présent et sur le moment immédiat à notre corps, à soi. Écoutez, j'espère que ce tips vous est utile parce que c'est vraiment nécessité lorsque quelque chose vous préoccupe et surtout avant de dormir notamment, hein, c'est important de, par exemple, se dire, lorsqu'on se couche, si on a fait peut-être une pratique de respiration avant, le moment où on se couche, quand on est dans son lit, on mentalise, on verbalise le fait que j'ai des choses à régler, ça se fera demain, c'est calé demain, c'est calé après-demain, prévu dans tel délai, donc ça ne me concerne pas maintenant. Maintenant, tout va bien. Maintenant, l'objectif, c'est de dormir parce que j'ai besoin de repos, c'est ça qui est important. Et ça, c'est des petites techniques de mentalisation qui sont très efficaces aussi, qui complètent aussi l'aspect pratique méditatif. Voilà, merci pour votre attention et votre participation et d'avoir été là. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul face au stress, qu'il existe donc de nombreuses ressources et de soutien pour vous accompagner. Je serai maintenant à votre disposition si vous voulez partager un petit moment d'échange, me faire un retour sur ce que vous avez ressenti ou sur les apports de cette soirée. Pas la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, c'est une soirée spéciale, donc ça sera dans 15 jours. J'aborderai l'état d'esprit de croissance, accueillir l'adversité, euh, évidemment toujours avec une orientation parentale, mais ça va aussi concerner beaucoup les adolescents et les jeunes, parce que c'est un sujet aussi fondamental par rapport à leur évolution et à leur construction personnelle, mais aussi à la façon d'aborder les projets dans la vie. Ça concerne notamment le sujet de la motivation. Donc voilà, mais si vous voulez partager un petit moment, vous pouvez ouvrir vos micros, caméras si vous le souhaitez. Je serais ravi d'avoir votre petit feedback sur cette soirée. Ça m'intéresse beaucoup si vous êtes là. Bah, merci à toi, Ludovic, c'était super intéressant. Merci. Merci pour, c'est vrai que pour, des fois on n'y pense pas forcément, on sait qu'il y a la méditation, c'est possible, mais on pense pas forcément à l'intégrer dans le quotidien pour le stress. Oui, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de. Enfin, même on a souvent une espèce de réticence parce qu'en fait, c'est déjà quand on est. Il y a un frein qui est majeur, c'est que souvent on en a besoin lorsqu'on a une charge mentale qui est élevée. Et ce que j'entends beaucoup, c'est dire, ben moi, je peux pas m'asseoir et je peux pas me mettre comme ça dans un état où il se passe rien, en fait. C'est très compliqué. Et en fait, je dis que c'est d'autant plus nécessaire de le faire, en fait. Et il faut pas hésiter à faire ne serait-ce que 2 minutes. C'est-à-dire, il faut habituer son cerveau à la passivité lorsqu'il n'est pas habitué. Et on est tellement connecté aujourd'hui avec nos téléphones, on veut toujours le vide maintenant et il n'est plus toléré en fait. On prend n'importe qui dans un Mmh, métro, un tram, il est toujours avec son téléphone parce qu'il a besoin d'occuper son cerveau. Le cerveau ne s'arrête pas. Donc méditer, c'est hyper compliqué lorsqu'on est dans cette pratique-là. Si on ne prend pas le temps de marcher en regardant dehors mmh, ou d'attendre son bus en regardant en l'air ou regarder les gens passer simplement, c'est compliqué de méditer. Mais là, il faut vraiment rentrer dans une pratique très, très progressive. La moindre petit pas est intéressant. mmh, c'est vrai. Mm. Juste prendre le temps de.
Voilà, prendre le temps, petit à petit. Faut aussi, et puis se dire que si c'est 1 minute, c'est déjà mieux que rien. Et que voilà, c'est fait, c'est 1 minute, c'est déjà du bénéfice pour le corps, l'esprit déjà. Puis c'est la Merci à méditation, toi mais en tout ça peut cas. être une marche dehors, ça peut être. C'est un moment où on est juste connecté à personne, je dirais, Mmh. aussi. Donc sans son Connecté à soi. téléphone. Voilà, connecté à soi, tout simplement. Très bien, bah, merci beaucoup. Ben, avec grand plaisir, merci à toi. Belle soirée à toi. Bonne soirée. Est-ce que Katia, vous êtes là? Je sais, ouais, vous voulez partager quelque chose ou pas? Pas obligé. Hélène? Ben moi, merci pour ce live. Bon, je me suis retrouvée sur beaucoup de Oui. points. Ben, comme elle l'a dit précédemment, en fait, enfin, il faut prendre le temps, ça c'est sûr. Mm, mm. Alors justement, Hélène, est-ce que ça t'a pu t'aider sur la prise de conscience de la nécessité? Toi, tu fais partie de celles et ceux qui ont du mal à pratiquer, justement, c'est compliqué pour toi. Est-ce que ça a pu Oui. te faire avancer d'un petit pas vers peut-être une prise de conscience ou pas encore assez? Ici, j'ai encore Mm. pris conscience, enfin, je l'avais déjà pris, mais j'ai encore avancé. Mais Ok. maintenant, en fait, c'est plus, il faut aller plus vite, enfin, aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être fait Euh, en famille aussi. Ça peut être des moments à deux, à trois. On se dit, tiens, on ritualise que tel jour, à telle heure, on met une sonnerie et puis on fait 10 minutes. Que ça dure 10 minutes, un petit moment de relaxation. C'est vraiment pas long. Mais même 5 c'est gagné. Même 5 c'est bien. 5 c'est mieux que zéro. parce qu'effectivement, moi, je suis dans le cas où le stress prend le dessus. Hmm, Dans ma vie quotidienne et puis, oui, non, mais je me suis retrouvée en fait, dans tout ce que tu as évoqué. ok. Et Mais tant que, mieux. enfin, C'est le but. autant en fait, dans la vie familiale qu'au travail, beh, ça me fait défaut. Ça et puis ça me fait perdre mes moyens, enfin, je voilà. Hmm, hmm. Oui, et comme je disais, ce qui est important, c'est le modèle. C'est quand tu parles, toi, de perdre des moyens, c'est-à-dire que c'est aussi priver, ça, évidemment, c'est pas jugeant ce que je dis, mais c'est de priver aussi son enfant de cette capacité qu'il pourrait apprendre, parce que les enfants apprennent au travers de nous. Et bah, tu sais, en tant que les enfants sont jeunes, c'est assez ludique de dire, allez, on s'assoit, on se met en rond. Et on ferme les yeux pendant tout ça, ça les amuse au départ. Mais c'est vrai que dire ça après à son ado de 15 ans, il va dire non, laisse-moi tranquille. Donc c'est vrai que c'est plus l'enfant est jeune et plus c'est intéressant de les amener dans ces petites pratiques-là où on prend soin de soi, où on s'écoute et après ça peut être des moments de dialogue, etc. Il y a plein de façons de faire, mais il faut vraiment cultiver ça parce que c'est voilà, la vie enfin, exige de nous beaucoup de choses et qu'on on se laisse happer par d'autres choses qui nous privent de ces moments-là aussi, parce qu'on n'a plus le temps, on n'a pas l'énergie, et alors que c'est quelque chose qui n'en demande pas, justement, c'est quelque chose qui permet de se ressourcer. Non, puis moi, je suis consciente en fait que je transmets ça aussi, enfin, à mon enfant donc Oui, bien sûr, ouais, ouais. Oui, oui, c'est bien d'en avoir conscience, parce qu'après, le moindre, c'est ça qui est intéressant, c'est que le moindre petit changement que tu pourras opérer sera bénéfique. Il ne faut pas passer de tout, de rien à tout. Il faut essayer de se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme petit pas à partir de demain, qui sera déjà un pas vers du mieux-être, un pas vers le modèle, un pas vers du temps pour moi. Mm. Voilà. Bon, mais tant mieux en tout cas si ça a été bénéfique. Moi, voilà c'est un voilà ma sujet. réflexion et je vais y travailler dessus. Bon, mais super. Je suis disponible pour évidemment en parler plus longuement. Ce sera avec plaisir. Et puis la semaine prochaine, c'est un vrai sujet. Dans 15 jours, ce sera un vrai sujet aussi sur l'état d'esprit. C'est le moteur et c'est ce qui nous pousse en avant, c'est ce qui conditionne vraiment l'état d'esprit, notre façon d'interagir et d'avancer dans le monde. Et voilà, c'est aussi déterminant. C'est un sujet qui concerne beaucoup la motivation, donc ça concerne beaucoup les jeunes, mais aussi les adultes en fait. Donc je prépare ça avec beaucoup de soin. J'aurai plaisir à vous retrouver si vous êtes disponible, si ça vous intéresse aussi, bien sûr. Et on se retrouve, ben, si vous voulez rien, si c'est OK pour vous, on peut se laisser là. On arrive pile à 30. L'heure est atteinte. Je suis dans le timing. Je respecte aussi votre temps parce qu'il est un petit peu tard. On peut se souhaiter une belle soirée et puis C'est ça et puis, à beh, très bientôt.
À bientôt. On poursuivra Mm. le nouveau live. Voilà. À bientôt, Merci Katia, Agathe. merci Elodie et merci Hélène. À bientôt. À bientôt.